Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Que savons-nous du drame qui s'est déroulé à Bingerville le mercredi 10 avril? Rappelez-vous, cette affaire avait suscité l'émoi au niveau des populations. Un militaire parachutiste donnait la mort à son épouse et se donnait ensuite la mort. Que savons-nous de ce drame-là? Nous en parlerons ce soir avec nos amis, mais également le PDCI. Rappelez-vous, les obsèques du président Bédié, c'est très bientôt. Le Mali sera également au menu. Et puis nous aurons Herman Abois qui sera donc en duplex avec nous à Lyon pour le salon Mix énergétique. On en saura davantage. Restez en notre compagnie. Merci de nous suivre et merci pour tout. C'est le Grand Talk. On démarre maintenant. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Barry. Christelle. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Élisée Boloubeux. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Marius. Bonsoir, Christelle. Daouda. Bonsoir, Christelle. Bonsoir à tous et surtout, bonsoir chez vous. Très bien. Messieurs, commençons avec cette nouvelle assez triste. Depuis le mercredi, donc 10 avril, on découvre des faits macabres qui remplissent la toile. Un parachutiste, un militaire parachutiste qui tire donc sur son épouse avant, plus tard, de se donner la mort. Marius, avec vous, on va essayer de revenir sur quelques points saillants de ces faits-là. Alors, par presse interposée, nous avons donc eu l'information selon laquelle l'adjudant Ouattara Kekia, qui est donc du 1er bataillon de commando parachutiste de la base aérienne 2 de Bouaké, qui, pour des problèmes, semble-t-il, de jalousie et surtout d'infidélité, a dû donc surprendre, paraît-il, son épouse entre les mains de son amant, l'obligeant donc, dans une folle jalousie, de faire usage de son arme en tirant par 2 fois sur son épouse avant lui-même de se donner la mort. Eh bien, la situation a été le chou gras de la presse conventionnelle, y compris les réseaux sociaux. Et depuis lors, l'on se demande les motivations profondes qui ont amené véritablement notre cher parachutiste à user de son arme en pareille circonstance. Et la réponse à nos recherches vont être données. La réponse à nos recherches va être donnée par notre artiste Fadal D, qui est dans un poste, qui est très proche donc, de l'adjudant, avec qui il était dans certaines confidences, et qui a dû faire un post, une publication sur sa page Facebook, en relatant véritablement la vie de notre cher parachutiste quant aux difficultés qu'il a rencontrées dans la gestion de son foyer. Et aux dernières nouvelles, il nous a été rapporté que la famille de la défunte a dû demander à l'artiste de sursoir, donc de supprimer son poste, ce qu'il a d'ailleurs fait. Très bien. Alors, messieurs, qu'est-ce que cela appelle de vous comme commentaire? Commençons par Élisée. Quand on a un crime passionnel, il tire sur l'épouse. Selon certains témoins, elle serait donc chez son amant. Ensuite, sur le chemin de retour, lui-même se donne la mort. Ça appelle quoi pour vous, Élisée? Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Bon, de prime abord, on pourrait parler d'un crime passionnel. Je pense, c'est ce qu'on pourrait dire de prime abord. Mais déjà, c'est dramatique, c'est triste, c'est quelque chose. Depuis le jour où j'ai lu l'information, en tout cas que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, je priais que ce soit juste une histoire montée de toutes pièces. C'est ça, une rumeur. Mais bon, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose une histoire qui s'est réellement passée. Et ça nous attriste, nous tous. Mais comme je le dis, après avoir posé le diagnostic selon lequel ça pourrait être un crime passionnel, ça nous pose un réel problème parce que moi, je pense, aujourd'hui, c'est une réalité de plus en plus, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les corporations, que ce soit dans le travail. Il y a un véritable problème qui se pose aujourd'hui et qui, pour moi, devient un problème de santé publique. Quel est ce problème-là, Élisée? La question de la santé mentale, la santé émotionnelle. La gestion de certaines émotions? La santé mentale, la santé émotionnelle. Aujourd'hui, dans notre société, c'est un véritable problème de santé mentale. Très bien. Pardon, de santé publique. Je le dis, il suffit juste de voir comment la société même fonctionne. Vous savez, quand on sort des traumatismes qu'on a vécus, avec toutes ces décennies de crise, quand on vit des situations difficiles où au quotidien, il n'est pas aisé pour les uns et les autres de pouvoir joindre les deux bouts. Quand on voit la vie qui devient de plus en plus difficile... Mais dans ce cas-ci, il travaillait.
Il avait une position. Mais je n'ai pas dit qu'il est misérable, mais qui vous dit que justement, c'est juste le facteur. Ce n'est pas juste le facteur, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent être à la base. Voilà. Très bien. Mais toujours est-il que je pointe vraiment du santé doigt émotionnelle. la question de la santé émotionnelle, de la santé mentale. Barry, réaction, quand vous suivez tous les posts et tout ce qui se révèle au fur et à mesure, ça appelle quoi de vous, Barry? Je note ici le profil de l'individu. Vous avez dit que c'est un militaire. Parachutiste. Parachutiste, plus précisément. Le profil m'intéresse en ce sens que les unités paracommando dans l'armée, généralement, c'est des forces spéciales. C'est des gens qui sont censés gérer un certain nombre d'émotions. Donc, ils ont un fort mindset. Ils sont formés pour. Ouais. Ils ont un fort mindset. Ouais. Mais tout reste que ce sont des humains. Et quand on est humain, il y a la gestion même de l'environnement dans lequel on est. Et il va s'en souvenir qu'il y a un sociologue français qu'on appelle Émile Durkheim, qui avait travaillé sur le suicide. La réalité qu'il y a ici, c'est qu'il y a un suicide, mais il y a aussi une tentative d'assassinat. Donc il y a un double acte criminel. Et quand il parlait de suicide, Durkheim, il avait identifié 4 types de suicides. Et il y avait le suicide fataliste, le suicide anomique, et le suicide égoïste et le suicide altruiste. S'agissant du militaire ici, moi je l'inscrirais dans ce que Durkheim a appelé le suicide égoïste. Pourquoi égoïste? Égoïste parce qu'il a peut-être été confronté à une certaine réalité et il a choisi le crime pour résoudre cette réalité-là. Et dans cette réalité, il a engagé sa partenaire, qui est son épouse, sur qui il a ouvert le feu. Donc c'est son bien-être à lui qui peut être ici cerné en termes d'analyse de suicide. Mais généralement, chez les militaires, il y a un suicide qui est réglementaire. C'est le suicide héroïque. Un militaire des forces spéciales, un paracommando, un commando de marine, un commando de l'air peut être déployé dans une mission secrète. Et en face d'une situation... Il est capturé et pour ne pas révéler les informations qui pourraient compromettre ses frères d'armes et son pays, il décide de passer l'arme à gauche. Ça, c'est un suicide héroïque. Et globalement, c'est ce qu'on retrouve dans le corps des armées. Mais ici, c'est plus un suicide égoïste parce que l'individu se retrouve peut-être à gérer un certain nombre de charges émotionnelles et il n'arrive pas à les gérer. Il consulte pas un psychologue. Tout à l'heure, Élisée a parlé de santé mentale. Mais c'est une réalité. Là, c'est les militaires, les magistrats, les avocats, les médecins, les enseignants. Est-ce qu'on a fait cette étude-là pour comprendre? D'où j'interpelle le ministère de la Défense. Allez, pour finir là-dessus, il faut penser à vraiment mettre la santé émotionnelle des hommes au premier rang. Merci beaucoup, Barry, pour cet exposé. Daouda, qu'avez-vous ressenti en tant que personne humaine à la lecture de ces faits-là, le jour de la fête du Ramadan? D'abord, avant tout propos, je m'incline devant la dépouille du couple et je compatis à la douleur des 2 familles, en fait. Parce que quand j'ai vu ça, ça m'a véritablement choqué de savoir que on tue sa femme et on se donne la mort. Mais les circonstances sont quelque peu... Les circonstances sont troubles et bon, je pense qu'en attendant les résultats de l'enquête de police ou bien de l'enquête militaire ou de gendarmerie, on n'en sait pas grand-chose. Mais pour ce que moi je pense en tant que citoyen lambda, je veux dire, rien ne doit justifier la violence vis-à-vis d'une femme. Parce que ça montre en fait aujourd'hui un féminicide. C'est à ça qu'on assiste. Et je pense que les organisations de la société civile qui sont dans la défense des droits de la femme, chaque fois, c'est des femmes qui sont battues, c'est des femmes qui sont violentées, violées, même tuées. Et donc aujourd'hui, on est arrivé à un cas extrême. Certains diraient qu'on l'aurait, je dis bien on l'aurait, elle aurait été vue chez son amant. Mais quel que soit, même selon les propos recueillis ici et là. Oui, selon les propos recueillis ça et là. Est-ce que cela justifierait? Rien, comme je l'ai dit, rien ne justifie. Même s'il avait attrapé cette femme dans le lit avec son amant, rien ne justifie qu'elle perde la vie. Parce qu'au final, ils laissent derrière eux un enfant. Que va-t-il devenir? 4 enfants. N'empêche qu'ils sont 4. Un fait qu'il faut relever, c'est qu'il faut souvent aussi le dire de façon claire et distincte. Dans un couple, quand ça ne va pas, la solution qui s'offre au couple, c'est la séparation. Il aurait fallu qu'il demande le divorce. C'est ce que mais surtout la dame. Surtout la dame, que de tromper. Vous avez parlé d'un cas d'infidélité. Oui, mais c'est ce qui se raconte. On n'a pas encore les faits. Tout ce que nous avons lu, y compris même les confidences faites par Fadaldé sur sa page Facebook, nous conduisent à l'infidélité. Mais lorsqu'il y a un cas flagrant d'infidélité, la solution qui s'offre,
c'est la séparation si on ne peut pas trouver une solution palliative ou une solution Alors, Marius Komoé, amiable. C'est vrai que selon les écrits, Daouda, vous allez reprendre la parole, les propos du défunt, il aurait donc dit qu'il soupçonnerait son épouse d'être infidèle. Tout à fait. Bon, ce sont des soupçons, il peut peut-être se tromper, on n'en sait rien. Non, dans les faits, il reproche à son épouse, il disait plutôt au regard de ce que nous a conté Fadaldé, dans son poste, il comptait à Fadaldé sa mésaventure quand il décide d'aller avec son épouse. Il était plus garçon au moment où il décidait d'aller avec son épouse. Mais lorsqu'il se permettait d'aller voir ailleurs, il se retrouvait donc garçon. Il arrivait donc à retrouver tous ses attributs d'homme et il arrivait à accomplir l'acte sexuel. Bon, on ne peut pas concevoir, il n'arrivait pas à concevoir comment se fait-il qu'avec son épouse, cela était impossible. Et donc, de fil à aiguille, il a dû, semble-t-il, aller consulter et on lui aurait dit... Consulter il faut dire qu'on ne pas consulter un soi-disant marabout, voilà, qui lui aurait dit que son amant, selon les propos relatés, de sa compagne, lui a jeté un sort. Bon, on est resté sur ces faits. Daouda, terminez votre point. Merci beaucoup, Christelle, même si on m'avait arraché la parole. C'est pas grave. En fait, ce que j'aimerais dire, en fait, il faut aller doucement. Allons-y avec la pédale douce. Fadaldé n'est pas policier, Fadaldé n'est pas gendarme. Seule une enquête de police et de gendarmerie ou militaire pourra nous situer sur le contexte de cela. Parce que dans cette affaire de cette dame, il y a beaucoup de versions. Les voisins témoignent, les parents de la femme témoignent, Fadaldé témoigne, et lui-même il efface son poste. Donc moi, je vais dire, allons-y avec la pédale douce. N'accusons la femme de rien, c'est le monsieur aujourd'hui qui est coupable de meurtre et de suicide sur lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Journalistiquement, restons sur ça. Le reste des témoignages de Fadaldé Ouki, leurs paroles ne sont pas paroles d'évangile. Seule une enquête de police pourra nous situer. Alors nous spéculons un peu sur tout ce qui a été dit et vu. C'est vrai que les premiers propos racontés viennent donc de l'artiste Fadaldé qui a raconté la confidence que le monsieur lui aurait dit évidemment dans les moments où il voulait donc se confier. Mais si vous êtes chez vous, et vous avez envie de participer à cette émission, vous avez envie de dire quelque chose, parce qu'Élisée a mentionné un point très important, la gestion émotionnelle, la santé émotionnelle. Il faut vraiment qu'on en parle, c'est un véritable débat. Il n'y a pas longtemps, à Yamoussoukro, pour 500 francs, un gérant de cabine, vous vous souvenez, avait perdu la vie. Et d'autres choses aussi. Impliquant un autre agent des forces de l'ordre. Impliquant également un autre agent des forces de sécurité. Il faut vraiment que la problématique soit posée. Si vous avez envie de réagir sur la problématique, sur cette histoire, donnez votre point de vue. N'hésitez pas à nous joindre au 98 070. Votre parole est la bienvenue. Marius, vous voulez dire quelque chose? Oui, en effet, vous l'avez dit, la santé mentale de l'individu, comme l'a souligné Élisée en pareille circonstance, est mise à rude épreuve. Aujourd'hui, la situation que traversent les Ivoiriens ne laisse personne du tout dans la joie, pour m'exprimer tout simplement. Tout le monde traverse des temps très durs, la vie est chère et nous ne cessons de le dire à tout moment, mais l'anxiété qui nuit justement... Comment on gère justement tous ces facteurs? La question de l'anxiété, la question du stress, social même, les difficultés de la vie, l'incapacité d'honorer ses engagements sociaux, paiement des loyers, paiement des factures, paiement de la scolarité des enfants. Très souvent, tout cela repose sur les frêles épaules d'un seul individu, d'un homme, dans le couple. Et donc, à un moment donné, il y a certains qui n'arrivent pas effectivement à gérer justement toute cette situation de santé mentale et ça pète. Avant d'écouter Élisée, partons à Cocody avec M. Arthur Touré. Bonsoir, Monsieur Touré. Votre point de vue sur le sujet, nous vous écoutons. D'accord. Nous déplorons déjà l'incident qui s'est produit. Et comme Barry l'a souligné, il y a un véritable problème de gestion de la santé mentale. C'est Élisée qui l'avait mentionné tout à l'heure, oui. Oui, qui devient assez récurrente en fait dans la société ivoirienne. Je crois qu'il y a une semaine de cela, il y a un gendarme qui se serait aussi donné la mort avec son âme de service au niveau de Mans ou quelque chose dans la région. Donc c'est vraiment un problème, qu'on soit civil ou autre, on est tous humains et il y a de la matière pour les sociologues, pour les psychologues à vraiment travailler sur cette question-là. Il y a
20 ou 30 ans, on avait pensé que c'était un problème occidental. Exactement. Il y a une réalité, donc il faut laisser le déni et puis se pencher sérieusement sur la question. Ouais. Merci beaucoup. Votre point est très important. Élisée, il rejoint voilà, ce que vous disiez. Il ne faut pas rester dans le déni. Il faut assumer qu'en tant qu'être humain, devant certaines difficultés, on peut ne pas avoir la bonne attitude. Poursuivez vos propos, Élisée. Oui, ce qu'il dit, j'épouse totalement son analyse. Bon, disons qu'il m'a emboîté un peu le pas. C'est cela. Mais comme je l'expliquais, vous voyez, moi, je pense qu'à un moment donné, quand on évolue dans une société, il faut marquer le pas. Et puis, il faut essayer de regarder comme si on regardait dans un miroir et de ne pas avoir peur de faire face à cet art. Ne pas être dans le déni, comme disait M. Touré. Voilà, de ne pas être dans le déni. Ouais. Aujourd'hui, vous voyez, quand on est tous en train de promouvoir les sciences, la culture, on est tous en train de promouvoir un ensemble de valeurs qu'on estime importantes. Mais sur la base, je vais dire, d'un effet miroir reçu de l'Occident. Mais la réalité aujourd'hui, c'est laquelle? Quand on est dans une société comme la nôtre, et dans un contexte comme celui qu'on vit, un contexte fait de pression au quotidien, pression matérielle, pression financière, pression émotionnelle, pression professionnelle. Quand on est dans un contexte comme ça, vous allez copier ou vous allez regarder vers l'Occident. Les remèdes, là, c'est la santé mentale. C'est dedans qu'il faut investir. C'est bien, tout ce qui est en train d'être fait, tous ces investissements. Humain. Mais je te dis, c'est tellement bien, c'est bon. Mais si on finit de bâtir tout ça et qu'il n'y a personne pour les animer, ça aurait été inutile. Alors que ceux qui doivent l'animer doivent avoir une certaine quiétude mentale, doivent avoir un certain apaisement mental pour pouvoir gérer ça. Aujourd'hui, dans nos entreprises, comme une entreprise ou un psychologue, ça n'existe quasiment pas, que ce soit au privé ou que ce soit au public. Ça n'a jamais été une problématique en réalité. Bon, ça n'intéresse même pas quelqu'un. On préfère plutôt avoir des gens à qui on va dire, bon, exécuter cette tâche. Mais la personne qui exécute cette tâche-là, c'est un ensemble d'émotions. Émotions dans sa vie de maison, de couple, de foyer, qu'il envoie au bureau et qui peut avoir un impact même sur le travail. Mais ça n'intéresse pas l'employeur. L'employeur veut quelqu'un qui est à son poste, qui est en train de faire un travail. L'administration, les services publics. Combien de services publics ont des psychologues? Ça n'existe quasiment pas. Ça, c'est pratiquement même le dernier de nos soucis. Mais attends, quand on finit tout ça et quand on fait le bilan en fin de la journée, mais on se retrouve dans des situations pareilles. Ça, je dis que c'est l'élément extrême. On est arrivé, comme il a dit, à un féminicide, c'est-à-dire à la mort d'une femme. Mais combien de personnes sont mortes psychologiquement actuellement dans notre société? Ou des AVC, voilà. Je dis ça c'est des morts physiques, même psychologiquement même. C'est-à-dire que, disons psychologiquement, combien de personnes aujourd'hui sont mortes? Elles sont là, elles marchent avec nous, mais elles sont mortes psychologiquement. Parce que vraiment, la pression de la vie, tout ce qu'elles reçoivent, aujourd'hui, il faut qu'on puisse changer de paradigme. C'est vrai qu'on veut aller dans un sens de développement, mais on ne peut pas atteindre ce développement en oubliant derrière de ramener et de repositionner la santé mentale au cœur du système. Barry, quel est votre point de vue justement? Comment arriver à repositionner? En réalité, il parle de l'humain, de la gestion du développement humain, de la gestion du développement personnel. Et il a dit que ce n'est pas des notions qui habituellement avaient été... Mais je note un point important de ce qu'Élisée a dit. Combien de personnes sont vivantes, bien que mourantes? Parce que la vie donne tellement de coups, elle n'arrive pas à tenir et puis on finit par craquer, comme malheureusement ça a été le cas pour notre militaire parachutiste. De façon populaire, on a tendance à dire que la vie est un combat. Donc, ce combat-là qui le mène, ce sont les hommes. Ouais. Que ce soit en entreprise, que ce soit en administration publique, que ce soit ici à la télé, il faut toujours mettre l'humain au centre de tout. Parce que c'est celui qui produit. C'est l'acteur essentiel du système. Donc, s'il y a un déséquilibre au niveau de la société, c'est le vivre ensemble, c'est le rapport de convivialité entre les hommes qui est menacé. Et quand c'est menacé, on peut assister à ce genre de bavures. Le rapport de convivialité, c'est quoi? Vous êtes dans un couple avec votre épouse. Vous êtes confronté à des problèmes et vous décidez de raccourcir la gestion des problèmes en vous ôtant la vie. Mais vous le faites pourquoi? C'est parce que dans votre conception, dans votre représentation, vous vous retrouvez dans l'absolu. Mais est-ce que justement vous ne pensez pas être en mesure de résoudre le problème que par les armes. Est-ce que certaines personnes ne se disent pas « je n'ai personne à qui me confier » Justement, j'ai personne de confiance à qui parler. Peut-être que si j'en parle, surtout pour les problèmes de couple aussi sensibles, est-ce que ça va se retrouver partout? Vous terminez en écoute, Daouda. Pourquoi je parle de vivre ensemble et de convivialité dans le rapport humain? Votre ami, vous l'aidez, vous le conseillez, vous vous entraidez. C'est parce qu'il y a un rapport de convivialité entre vous. S'il y a un doute, c'est parce que le rapport de convivialité, là, il est menacé.
Ça veut dire que vous avez eu à poser un acte qui a certainement déçu votre gars. Okay. Déçu votre gars, terminez la phrase. Qui a déçu votre ami, pour ne pas dire votre gars, pour qu'il puisse vous raconter une de ses aventures. Voilà. Donc c'est compliqué. Il faut penser à vos amis. J'ai envie de dire qu'il faut aimer vos proches. C'est très important parce que si vous lui témoignez l'amour, il va vous raconter ce qu'il traverse. Et en retour, votre devoir, c'est de lui apporter le soutien émotionnel pour qu'il puisse s'en sortir. Merci Barry. Allons de Cocody, on part à Bobo avec M. Touré Oumar. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir madame. Oui, comment est-ce que vous réagissez justement à ce drame malheureux qui s'est produit du côté de Bingerville le mercredi 10 avril? Déjà, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Déjà, je pense que vous ne parlez pas assez bien de l'amour, en fait. De l'amour. Pour vous, c'est l'amour qui est le problème. Moi qu'est-ce que je vais dire? En fait, moi, j'étais à Dalois. Je vais dire ça un peu rapidement. J'étais à Dalois. Et puis, j'ai eu une aventure avec une demoiselle. Oui. Et après, ça a tourné au vinaigre. Je vais dire ça comme ça, excusez-moi. On était toi-même sur le mouvement. Et moi, je les mets très fort. Non, attendez, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui nous regardent de l'extérieur, quand vous dites 3 sur le mouvement, ça veut dire quoi en bon français? La femme avait 3 amants. Je pense que M. Daouda va éclaircir ça, madame. Donc, en fait, là, vous voulez dire que cette femme... Non, attendez, vous voulez dire que cette jeune dame avait 3 prétendants? Vous avez compris, madame. Très bien. Vous avez compris. Très bien. Allez-y. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé sur ce mouvement? Donc, j'étais dans une société aussi de la place à Dalois. Et puis après... il y a cette chose-là qui est arrivée. Pratiquement, pour elle, moi, j'ai perdu mon boulot. Je vais dire ça comme ça parce que elle m'a rendu menteur. Elle m'a rendu menteur. À tout bout de champ, je mentais à mon patron. Je ne passais plus au travail. Pourquoi? Bon, voilà quoi. Se suicider, c'est... Je pense que j'arrivais là-bas un peu. Mais je ne sais pas si Dieu avait la main sur moi. Je ne comprenais rien. Voilà, je pose... Excusez-moi, j'ai encore de l'émotion. Oh, désolé. Désolé. On vous comprend. Bon, merci à vous. Bonne soirée, madame. On vous comprend. Alors, sûrement qu'il a découvert qu'il n'était pas seul en relation avec cette dame et qu'elle avait 2 autres personnes. Et il a dit qu'il était pratiquement au bout. Il a failli même se suicider, mais que Dieu avait la main sur lui. Alors, Daouda, comment on arrive malgré tout à rester focus sur peut-être ses objectifs et les bonnes choses qui sont autour de sa vie pour pouvoir quand même décider de rester en vie malgré tout? Moi, je parle d'un principe fondamental. Je pense que notre éducation ici en Côte d'Ivoire a été faite tellement à la dure qu'on nous dit un garçon ne pleure pas. Ah oui. Un garçon, ça doit se retenir. Donc du coup, il doit être fort, il doit tout faire. Mais souvent, il a parlé d'amour et l'amour est important. Tout à l'heure, dans nos entreprises, la pression sociale et la pression, le stress au niveau de la maison que les gens subissent, il faut rester à l'écoute des uns. Comment vous dites la maison, c'est des couples? Oui, du couple. Mais en tant que, quand on est employé dans une entreprise, l'employeur ne doit pas rester dans se dire j'ai besoin de résultats, j'ai besoin de résultats. Souvent de fois, il faut être à l'écoute de son employé. Il faut être à l'écoute pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il y a un point de rupture. S'il y a un point de rupture, parce qu'il sera productif. Moi, j'ai un principe fondamental. Je sais qu'il y a quelqu'un qui donne des coups dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui donne des coups plus que la vie. Mais au-delà de tout ce qui arrive dans la vie, il faut croire en quelque chose. Que ce soit en Dieu, que ce soit à Jésus, que ce soit à votre fétiche, que ce soit à n'importe quoi. Croyez en quelque chose. Tenez à quelque chose. Et ça vous fera tenir. Et ça vous fera tenir. Et puis, mettez un pas après l'autre. Parce que toute épreuve que Dieu met sur l'épaule d'un être humain, c'est que si... Daouda, je ne peux... Non, mais vous m'avez demandé comment je fais. Oui. C'est comme ça que moi je fais. Mais est-ce que là, c'est... Bon, enfin, on va rentrer dans l'absolu, mais est-ce que là, c'est Dieu qui a décidé que... Est-ce qu'on n'analyse pas nous-mêmes en fonction de notre vécu, de notre façon de voir la vie? Non, mais... Parce qu'aujourd'hui, Dieu intervient dans ça? Pourquoi j'ai fait intervenir Dieu dans cela? Et vous terminez en Je termine sur ça. Oui. Parce qu'à la vérité, au-delà des psychologues, de tout ce qu'on dira, ce n'est pas encore dans notre société. Mais en attendant que ça vienne dans notre société, on s'en tient à quoi? À Dieu. Très bien, je note cela. Allons du côté de Yopougon pour écouter M. Monet Bernard. M. Monet, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, nous vous écoutons. Votre réaction sur ce sujet? Bon, je voudrais déjà m'exprimer
devant la dépouille du couple. Oui. Parce que c'est une situation vraiment dramatique. Je sais juste aller dans le même sens que M. Élisée. C'est cela. Voilà. Parce qu'il faut dire que le sujet nous donne véritablement une matière à réfléchir. Il faut que déjà nos autorités soignent leurs administrés. Parce que c'est un véritable problème de société aujourd'hui. Et puis, il va falloir que dans les couples aussi, les hommes soient un peu plus ouverts. Je veux dire, la femme, le monsieur, il faut qu'on ait un parent qui soit à l'écoute. Peut-être que si le monsieur s'était confié, bon, on aurait dû éviter ce qui s'est passé. C'était confié sur sa situation, oui, c'est cela. Oui, je veux dire, si le monsieur s'était confié, en dehors de son ami Fadaldé, bon, je ne sais pas ce qu'il a pu lui dire, mais s'il avait encore d'autres personnes un peu plus pertinentes, peut-être qu'il aurait su gérer cette émotion, voilà, pour ne pas arriver à se mettre là. Surtout que c'est un militaire, il a été formé à surmonter beaucoup d'émotions, je pense qu'on aurait dû éviter. Bon, pour enchérir un peu, enfin pas pour enchérir, mais pour dire à M. Daouda que c'est vrai que la voix de Fadaldé n'est pas la voix, je vais dire, policière et autres, mais dans une enquête, on tient un peu compte aussi du témoignage des uns et des autres. Je dirais que Fadaldé pourrait compter aussi dans les enquêtes aussi de la police. Tout à fait. Il ne faudrait pas qu'il balaie du revers de la main la piste de Fadaldé. Très bien. Merci beaucoup, M. Touré. Merci et continuez de nous suivre. Marius Komoé, il a mentionné un point important. Il faut que dans les couples, les hommes se confient. Élisée Daouda le disait, l'Afrique, on dit un homme ne pleure pas. En Afrique, un homme est dur, tu es garçon. Ce sont des préjugés. Ce sont des préjugés. Donc, quand un homme traverse des situations quand même assez difficiles comme ça, comment on arrive à dépasser le fait que je suis un parachutiste, je suis fort spécial, comment j'arrive à dépasser ce fait-là pour chercher une solution peut-être médicale? Pourquoi pas? La solution elle reste toujours médicale. En Europe, c'est aujourd'hui très développé. Élisée l'a précisé en l'entame de ses propos. Il faut que de plus en plus les populations ivoiriennes fassent appel. Mais est-ce que les hommes parlent? C'est de ça qu'on parle. Non, mais surtout les hommes, tout comme les femmes, fassent appel à des psychologues. Eh bien, face à des situations pareilles, on a besoin de sociologues, on a besoin de psychologues avec qui nous pourrions naturellement évoquer de certains sujets qui touchent à notre quotidien et très souvent même à notre intimité. Parce qu'il y a des sujets pour nous qui sont tabous, qui sont même pas que tabous, mais qui font honte. Qu'est-ce qui fait honte, Marie? La question, par exemple, de l'infidélité de madame. Monsieur ne peut pas exposer quand même cette infidélité au vu et au su de tout le monde. Lui-même, il en a honte d'en parler autour de lui et à des proches, y compris à ses propres parents. Donc, la solution serait naturellement de se confier à des psychologues. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des médecins psychologues, vous avez des médecins sociologues capables justement de vous aider à traverser de telles situations lorsque justement ces problèmes se posent à nous. On part à Grand Laou avec M. Traoré Karba. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, Traoré Kaba, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Votre réaction sur ce drame qui s'est déroulé à Bingerville? Ma relation sur ce drame-là, vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Voilà, c'est déplorable parce que moi, je trouve que c'est beaucoup dans la société actuellement. Parce que chacun a sa manière de voir les choses. C'est ça. Voilà, chacun a sa manière de voir les choses. Parce que moi, je trouve que dans la société, il faut beaucoup de la communication. Il faut que la communication règne beaucoup dans la société. Comme ce que l'autre a dit, M. Barry a dit. Barry a dit, oui. Parce que ce que Barry a dit, c'est effectivement la vérité. Parce qu'il faut communiquer. Il faut communiquer beaucoup. Parce que s'il avait quelqu'un à qui se confier, ça n'allait pas arriver là. Parce que d'autres, c'est l'émotion, c'est l'émotionnel aussi. Parce que moi, je trouve que ça arrive, chacun a sa manière de voir les choses. C'est ça. Parce que de nos jours aujourd'hui, là, il y a plein de choses qui se passent actuellement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre point. On l'apprécie à juste titre. Et on finira, vous êtes le dernier appelant de cette soirée, en tout cas sur ce sujet-là. Merci infiniment. Messieurs, terminons rapidement, on va clôturer. Je pense qu'Élisée demandait la parole. Non, j'ai voulu juste terminer en disant qu'il faut que nous, les hommes, arrêtions au niveau national
à noyer nos problèmes de couple, nos problèmes de foyer, dans l'alcool surtout, et encore moins dans la violence. Il faut que nous cessions justement de régler les problèmes par la violence. Lorsque ça ne va pas dans le couple, on saisit les parents et puis on prononce le divorce. Voilà, on se sépare dans l'amitié, dans la paix et sans tuerie. On termine avec Élisée et on conclut. Allez-y, Élisée. Oui, moi je pense que ce problème, en tout cas, m'amène, à mon avis, à lancer un appel sur la nécessité de ramener cette valeur-là qui, pour moi, est importante dans la société. Laquelle, Élisée? La confiance. La confiance. La valeur de la confiance. J'explique pourquoi. Ouais. Tout à l'heure, d'aucuns diraient que, bon, ou d'aucuns expliquaient qu'il n'a pas expliqué. Mais déjà, écoutez le témoignage de Fadaldé, il a expliqué, il s'est ouvert. Il s'est ouvert à Fadaldé. Voilà, parce qu'il a expliqué à quelqu'un. Mais justement, peut-être à un certain moment, lui n'a pas mesuré l'ampleur de la souffrance de ce dernier, en fait. Au point même peut-être de ne pas aller à son contact, chercher à aller vers lui ou bien même le recommander à quelqu'un. Parce que justement, peut-être qu'il n'a pas pesé l'ampleur de la situation que la personne vivait. Aujourd'hui, vous savez, ce qui fait que les gens ne se confient plus trop, c'est parce qu'il n'y a pas de confiance. Il se dit que j'expose mon problème, et ça à la minute qui suit, tout le quartier est au courant. Vous voyez un peu, donc il préfère garder cette souffrance-là, et puis il est en train de mourir à petit feu, il est avec nous, mais il est mort, en réalité, il ne vit pas. Donc, à un moment, il faut que nous, on commence à développer cette valeur de confiance et puis d'écoute. Vous savez, moi, il m'arrive souvent que sur mon Facebook même, des jeunes gens m'interpellent. « Ah, bonjour Élisée » ou tout ça. Bon, ça peut paraître anodin, mais réponds à ce bonjour. Peut-être que derrière le bonjour, il y a quelque chose qu'il veut te dire. Ou bien peut-être même le fait que tu aies répondu là, ça peut l'apaiser sur un sujet. Donc, c'est important. Il ne faut pas qu'on reste insensible à la souffrance de nos concitoyens. Il ne faut pas qu'on soit insensible à la souffrance de ceux qui vivent avec nous au quotidien. Il faut qu'on ait une oreille attentive. Il faut qu'on soit empathique vis-à-vis des uns et des autres. Ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Élisée. En tout cas, on va suivre cette affaire de près et regarder un peu le fruit des enquêtes et puis en tirer les conclusions. Mais dans tous les cas, nos condoléances les plus attristées à la famille donc, du militaire parachutiste et à la famille de son épouse, en priant Dieu que ce genre de crime passionnel ne se répète plus. Une chose importante, il faut mettre l'humain et le développement humain au cœur de nos différentes politiques. C'est très important. Surtout, l'écoute, la confiance. Ne vivons pas et tout en étant morts. Voilà. Alors, messieurs, on finit de parler de ce sujet. Qui est intéressé par le Mali? Je sais que vous tous ici. Surtout, moi, je suis intéressé par l'injonction de l'ONU. Attendez, Marius, je suis en train de les pieds dans le plat. Alors, les autorités maliennes, rappelez-vous, ont décidé, le 10 avril, commençons déjà par le 10 avril. Le 10 avril, les autorités ont décidé de la cessation de toute activité politique. Le 11 avril, c'est donc les médias qui sont rentrés donc dans le viseur des autorités en disant qu'il est interdit aux médias de couvrir les activités politiques. Quel commentaire cela appelle de vous? Marizou qui êtes pressé, allez-y. Et même l'ONU a dit non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. On vous donne une injonction donc de pouvoir changer la donne. Réaction, Marizou. Alors, toujours des injonctions aux pays africains. L'ONU, très pressée de toujours s'adresser avec souvent même des forces d'interposition dans des crises en Afrique. C'est juste un communiqué qui a été produit, n'est-ce pas, par la Commission. Vous savez, les mêmes communiqués, les mêmes injections, avec toute la force que l'ONU exprime quand il s'agit des pays africains, j'aurais bien voulu que l'ONU le fasse. Mais observez au moins les faits. Mais les faits sont là et les faits se passent également. Les partis politiques sont interdits d'activité. Les faits se passent également. Ici, on parle de partis politiques qui sont interdits seulement d'activité. Mais vous oubliez qu'en Palestine, on parle de milliers de morts. Vous oubliez qu'en Ukraine, on parle de milliers de morts. Pourquoi en Afrique, l'ONU vient faire des forces d'interposition, là où moi j'aimerais bien les voir en Israël, en train de faire une force d'interposition avec la Palestine? Pourquoi ne pas le faire également avec l'Ukraine? Et tout le temps, c'est en Afrique, on vient faire des injonctions. Qu'ils fassent les mêmes injonctions au président américain d'arrêter de transférer des armes. Par exemple, en Ukraine, qu'ils fassent les mêmes injonctions à la France d'arrêter de ne même pas imaginer envoyer des troupes au sol en Ukraine. Voilà les réalités. Très bien. Donc, vous ne parlez pas de la problématique de ce que le pouvoir, la junte au pouvoir fait, mais pour vous, c'est l'ONU qui doit arrêter. L'ONU doit même revoir son mode de fonctionnement. Très bien. Daouda, réaction. Merci beaucoup, Christelle. Je pense qu'on va revenir dans le sujet. Je pense que le sujet aujourd'hui au Mali, c'est que les dirigeants de la transition malienne ont décidé
de bâillonner les partis politiques et notamment la presse au niveau du Mali, en les interdisant d'activités pour les partis politiques et en interdisant à la presse de couvrir leur activité. Christelle, il faut le dire clairement, cette décision-là, ça ne surprend personne. On n'avait pas besoin de regarder dans une boule de cristal ou bien être cartomancien pour comprendre que le président de la transition malienne, notamment Assimi Goïta, on allait arriver à ce point de rupture-là. Parce que déjà, le délai de leur mandat pour aller aux élections est dépassé. Monsieur Marius, s'il vous plaît, vous n'êtes pas seul. Laissez-le terminer. Daoud, allons-y. Voilà. Donc, le délai est arrivé à son terme. Ils se sont plus ou moins, lui et son premier ministre se sont embourgeoisés dans le pouvoir. Ils ont pris goût au pouvoir. Donc, finalement, ils ne veulent pas partir. Donc, du coup, et j'avoue qu'aujourd'hui, les partis politiques maliens, aujourd'hui, se prévalent de leur propre turpitude. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous dites ça? Parce que c'est eux-mêmes qui ont contribué à nourrir cette bête qu'on appelle la transition malienne. Ils y sont rentrés depuis le début. Ils ont fait beaucoup de gouvernements de transition pour aller en transition. Finalement, vous avez donné la bête à grossir. Aujourd'hui, elle décide de faire ce qu'elle veut. Finalement, c'est les libertés publiques qui sont mises en danger. Dans un premier temps. Oui, on va terminer. C'est la restriction des libertés d'expression. C'est l'atteinte au processus de transition. Mais le plus grave même, c'est que c'est le manque de transparence. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au Mali, la sortie de la CEDEAO, qu'ils ont décidé de façon unilatérale. Aujourd'hui, c'est la suspension des activités des partis politiques. Ils le font sans demander un seul compte au peuple malien. Voilà. Barry, est-ce que vous partagez l'avis de Daouda ou celui de Marius qui est allé dans l'ONU et tout? Apparemment, Marius, vous êtes en accord avec ce qui se passe au Mali. Non, vous ne m'avez pas suivi. Non, on vous a suivi. Je reviendrai. Oui, forcément, vous allez revenir. Allez-y, allez-y. Bon, ce qui se passe au Mali, dans un premier temps, je suis un peu d'accord avec Daouda. C'est quelque chose qui devait arriver. Vous n'êtes pas surpris? Non, je ne peux pas être surpris parce que je me base sur les faits. Depuis 2020, avec le renversement du régime du président Ibeka, le Mali a été confronté à un certain nombre de difficultés dans son organisation politique. Les militaires ont pris le pouvoir. Et dans cette prise de pouvoir-là, il y a le mouchoir de la sécurité, de la défense qui est utilisé pour réprimer un certain nombre d'acteurs. Vous vous souvenez de l'imam Diko? Bien sûr. Vous savez que c'est l'imam Diko et les acteurs politiques qu'on veut bâillonner aujourd'hui qui ont demandé des comptes au président Ibeka et à la fin, les militaires sont venus faire de la récupération. Je me souviens très bien du colonel Ouagé qui disait après la prise du pouvoir qu'ils sont venus parachever l'initiative des acteurs politiques. Ce sont des faits, ce n'est pas des inventions, ce n'est pas l'ONU, c'est le colonel Ouagé qui l'a dit. Et l'imam Diko, il se trouve aujourd'hui. Il est en Algérie. Quand les militaires lui interdisaient, l'interpellaient sur certaines questions, les acteurs politiques se sont tus. Et c'est 1, 2 qui deviennent 10. À côté de l'imam Diko, il y a un symbole au Mali qui est l'AEM, l'Association des étudiants et élèves maliens. Mais est-ce que vous connaissez l'importance de l'AEM dans la lutte démocratique au Mali? En 1990, c'est l'AEM qui a obtenu la reddition du président Moussa Traoré. Et aujourd'hui, le colonel, comment il s'appelle, le ministre de l'administration du territoire, le colonel Maïga, il a dissous l'AEM. Et donc, ce sont les acteurs politiques qui allaient suivre. Et finalement, les militaires, j'ai envie de dire, qui sont rattrapés par la gestion du pouvoir. Parce que la gestion du pouvoir, on ne s'improvise pas féticheur au sommet de l'État. Très bien. C'est un savoir-faire, c'est de la diplomatie, c'est la discussion avec les principaux protagonistes. Ce n'est pas le fétichisme, ça ne marche pas. Élisée Boloub-Barry nous dit on ne s'improvise pas féticheur au sommet de l'État. On sait que le 26 mars dernier, c'était la fin, normalement, de la transition. Les acteurs politiques estiment qu'il y a un vide juridique. Le colonel, porte-parole du gouvernement, dit que non, il n'y a pas de vide juridique. La transition... parce que les acteurs politiques ont saisi la Cour constitutionnelle pour la transition continue. Sur la durée de la transition qu'on s'en prend. Élisée, comment est-ce que vous appréciez tout ceci? Et pour vous, la porte de sortie pour le Mali, ça sera quoi?
Ok, déjà rassurez Barry qu'on ait besoin d'être féticheur pour être au sommet d'un État. En parenthèse, si vous avez également votre avis sur le Mali, n'hésitez pas à nous joindre. Pour qu'on ait besoin d'être féticheur, en tout cas pour diriger un État, je pense qu'on a besoin d'autres compétences plutôt que de celles d'un féticheur. Oui. Ok, comme l'a dit Barry, hein, je pense que c'est exactement le chemin qu'on voyait venir. Sur ce plateau, depuis le début, on a lancé des signaux d'alerte. L'itinéraire que prenait la transition au Mali n'était pas le bon. On a pensé qu'on voulait juste être contre un régime pour être contre un régime. Non. Vous savez, la Bible dit quelque part qu'il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là, ça s'est déjà passé sous des régimes. Donc l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. On a déjà vu ça. C'est-à-dire, l'itinéraire qui avait commencé à prendre le régime malien, là, nous, on avait déjà commencé à voir la fin. Et c'est pourquoi on disait non, on n'est pas sur la bonne piste. Mais les partis politiques eux-mêmes pensaient que c'était le chemin à prendre. Aujourd'hui, ils sont devant leur réalité. D'accord, moi, je ne vais pas leur faire le procès. Ils étaient animés de bonne foi en pensant aussi à la bonne foi des militaires. Mais là, aujourd'hui, ils déchantent parce qu'ils voient qu'ils ont fait confiance à des gens en réalité qui ne méritaient pas la confiance. Alors, Élisée, la porte de sortie maintenant. Oui, je viens déjà à ça. Mais la porte de sortie, dans un premier temps, je crois que c'est que les acteurs... les responsables de la transition comprennent qu'on ne prend pas un pouvoir juste pour son bien personnel, mais on prend un pouvoir parce qu'on veut réaliser un idéal, parce qu'on veut aboutir à un bien-être des populations. Ces populations auxquelles vous voulez donner le bien-être, là, vous dites qu'aujourd'hui, voilà ce qu'on veut. Les populations ne demandent pas qu'on suspende les partis politiques, les activités politiques. Ce n'est pas possible. C'est déjà fait. On rentre dans un état bâillonné. Comment on fait pour sortir de cette situation? Mais pour sortir de ça, c'est très simple. C'est que les uns et les autres, notamment les dirigeants de la transition, rentrent en eux-mêmes et comprennent, comme je l'ai dit la dernière fois sur le plateau ici, on peut faire des erreurs parce qu'on est des hommes. Mais c'est persister dans l'erreur là qui est diabolique. Et là, ils sont sur une voie diabolique actuellement. Et il faut qu'ils arrêtent maintenant cette poursuite-là et qu'ils reviennent à leur bon sens. C'est important. Allons avec M. Donitré, si j'ai bien perçu le nom, qui a Faya qui nous appelle. Comment est-ce que vous réagissez à ce qui se passe au Mali? Les partis politiques bâillonnés, la presse également. Réaction, M. Donitré. Bonsoir, madame. Bonsoir, merci beaucoup. En tout cas, chaque fois, je cours pour vous suivre. Merci. Voilà. C'est ça. Allez-y, on vous écoute, monsieur. Donc, je disais que je vous écoute. Vraiment, merci. Je voulais... Voilà. Donc, j'apprécie vraiment toutes les interventions, mais particulièrement, c'était pour... Est-ce qu'on l'entend? Oh là là, on l'a perdu. Alors, je voudrais dire, si les militaires décident qu'ils veulent vraiment diriger le Mali de façon... L'ONU n'a rien à voir. Ah, il est là. L'ONU, parce que l'ONU n'a fait que faire une injonction au Mali. Parce que ce qui se passe n'est pas bien. Même les plus grandes dictatures, on ne fait pas ça. Oui. Allô? Allez-y. Oui. Allez-y, on vous entend. La conversation est un peu entrecoupée. On essaie de vous percevoir. Ah, c'est un peu entrecoupé. Bon, peut-être le réseau. Vous étiez en train de dire que l'ONU n'a rien à voir là-dedans. C'est ça, si j'ai bien perçu, ou je me suis trompé? Voilà. Donc, je disais que est-ce que l'ONU a fait une injection à la Côte d'Ivoire ou bien aux autorités ivoiriennes? Allez-y. C'est dommage. Bon, je pense que prochainement, vous allez pouvoir revenir là-dessus. Voilà, mais rapidement, messieurs, si les autorités présentes veulent diriger le Mali, elles peuvent démissionner de leur position et se présenter en tant que civils. Ça, c'est possible. Mais ils auraient trahi un engagement. Mais déjà, il y a un préalable. Lequel des préalables, Élisée? Voilà. Quand en 2022, autour d'un conseil national, vous décidez de faire 2 ans de transition et que ça finit le 26 mars, comme je le dis, quand le 26 mars arrive et que vous n'êtes pas à la fin de la transition, la bonne foi voudrait que devant cette nation, où vous avez pris cet engagement, vous leur dites, on n'a pas réalisé... Mais ils disent que la transition continue. Jusqu'à quand? On ne sait pas encore, mais il a dit, il n'y a pas de vide juridique, la transition continue. Mais dès l'instant que la transition est en train de continuer, alors que vous avez dit ça finit le 26... alors que vous avez dit ça prenait fin le 26 mars, et c'est en train de continuer, ça continue sur laquelle base?
Rapidement, messieurs, on ne pourra plus prendre de points. Nous sommes pressés par le temps. La demi de la demi de la demi, ça va être chaud. Voilà. Enfin, ça va être, on va revenir sur le point, Barry, une autre fois. On se retrouve pour la seconde partie. Restez avec nous, on aura donc Herman Abois. Et puis on parlera également des obsèques du président, de feu le président Bédié. À tout à l'heure. Merci de votre fidélité à ce programme et merci d'être avec nous. Notre plateau n'a pas changé. Élisée, Barry, Marius, Daouda sont toujours là. On va donc reprendre le sujet du Mali pour avoir encore vos avis. Le téléphone reste ouvert. N'hésitez pas à nous joindre. Messieurs, dames, maintenant la question, c'est le schéma que devrait prendre le processus de sortie de crise. Je le disais avant donc d'aller au journal en images. Si les militaires veulent gérer le Mali, ils pourraient donc démissionner et puis devenir civils et présenter leur candidature aux élections. Barry, vous me disiez à ce moment-là qu'ils auraient trahi un engagement. On termine votre point avant d'écouter donc nos autres amis. Oui, le colonel Assimi Goïta, quand il a prêté serment, avait dit que ni lui, ni les membres de l'organe militaire de transition, ni le Conseil national de transition ne devaient faire acte de candidature aux élections présidentielles. Au vu de ce qui se passe, est-ce que ça peut pas changer? Ça va changer parce que pour moi, je peux me tromper, mais je me dis que tout ça, c'est fabriqué pour préparer la candidature du colonel Goïta. Comme civil. Voilà, comme civil. Naturellement, il va quitter l'armée. Mais est-ce qu'en réalité, ça résout les problèmes qui sont au Mali? Les militaires, je vous rappelle, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration du territoire, et le colonel Ouagué, le porte-parole, ont toujours dit que l'armée malienne est montée en puissance. Effectivement, ils ont acquis des moyens militaires. Exactement. Ils ont eu des victoires comme la libération de Kidal. Mais à la réalité, vous savez que la semaine dernière, le JNIM et le CSP, les Touaregs, là, ils se battaient. Et ils ne se battaient pas au nord, mais au centre du Mali. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand le colonel Maïga, je le prends, c'est lui qui dit, c'est pas moi, il dit le Mali est dans une phase critique. Donc, en réalité, il y a 6 mois de cela, c'est eux qui disaient que tout allait bien. Très bien. Ils ont organisé un référendum. Tout ça, c'est quelque chose qui ne peut pas aider le peuple malien. Les Maliens ont besoin de tranquillité. Et cette tranquillité-là, il faut faire baisser les tensions entre les autorités militaires de transition et les partis politiques. Daouda, pour vous, la voie de sortie, ce serait quoi? En attendant, les coups de fil sont attendus, hein, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à nous joindre pour donner votre avis sur la situation de notre pays, frère et ami, le Mali. Daouda. Pour moi, la solution, elle est toute simple. Il faut que les partis politiques aujourd'hui prennent leurs responsabilités. Ils sont interdits d'activité. Hein. Même si. Parce qu'au-delà de l'interdiction, je pense qu'il y a des moyens légaux pour pouvoir les manifester, pour dire non, s'indigner. Il y a même, qu'on appelle ça, saisir la justice. Est-ce qu'on n'irait pas vers des tueries, vers une tragédie, Daouda? Vous êtes interdit de fonctionner, vous n'allez pas faire des marches? Christian, n'allez pas dans la dramature. On n'est pas dans la dramature. Je pense que le Mali est un État sérieux. Ils ont connu beaucoup de crises de la sorte. Donc, ce n'est pas ce genre de situation qui va les empêcher de sortir de cette situation. Le plus important, il faut qu'aujourd'hui, le pouvoir soit remis à un pouvoir civil, purement et simplement. Maintenant, au-delà de tout ce qu'on va dire, aujourd'hui, les partis politiques sont en train de se prévaloir de leur propre turpitude. C'est le moment pour eux de prendre leurs responsabilités face à la nation, pour les organisations de la société civile et les organisations étudiantines. De façon concrète, oui. L'association estudiantine AEM a été interdite, dissoute même. Voilà. Les partis politiques aussi. Quand vous dites prendre leurs responsabilités, c'est un terme qui est souvent utilisé par les politiques. Ça veut dire quoi concrètement? Mais j'ai parlé de la justice. La justice au Mali, si la justice au Mali ne marche pas, je pense qu'il y a d'autres cours de justice où encore le Mali se trouve encore dans ces différentes organisations-là. Même s'ils sont pas dans ils disent qu'ils veulent sortir de la CEDEAO, jusqu'à ce que la date limite de la CEDEAO arrive, ils peuvent toujours saisir la Cour de justice africaine, ils peuvent toujours saisir l'ONU qui a déjà crié, qui a donné de la voix pour dire il faut qu'on rétablisse l'ordre. Et puis les journalistes, il faut que les journalistes aussi fassent leur travail de façon claire et nette, parce que c'est eux tous au niveau du Mali qui ont accompagné cette transition que j'ai appelée la bête. C'était une petite bête qu'ils ont nourrie. La bête est devenue un monstre qui eux-mêmes aujourd'hui n'arrivent plus à contrôler. Marius Komoé, dans votre propos préliminaire, vous étiez du côté de l'ONU. Hein. Enfin, pour vous, je dis du côté, vous n'étiez pas d'accord avec le point que l'ONU s'ingère dans les affaires maliennes. Est-ce que vous êtes toujours sur le même point de vue au vu des différents
les différents partages de nos amis sur le plateau? Non, je ne me fuse pas du fait que l'ONU s'ingère dans les affaires du Mali. Le rôle de l'ONU, c'est d'intervenir dans tous les États où il y a des conflits. Mon point de vue était de faire comprendre à l'ensemble des téléspectateurs que les injonctions de l'ONU qui n'ont de cesse de s'adresser qu'aux pays africains, mais acerbes. Je veux que l'ONU, sur la planète tout entière, partout où il y a des conflits, agisse au même titre que l'ONU le fait en Afrique. Cela dit, la sortie des crises chez nous, pour nous, au Mali, devra naturellement être l'apanage de toutes les institutions sous-régionales. Il faut aider le Mali à sortir de cette situation. Mais il faut discuter avec les autorités maliennes. Ce n'est pas avec des sanctions comme on en a connu avec la CEDEAO qui n'ont donné aucun résultat. Ça se passe sous quel format, cette discussion Oui, mais la table de discussion, c'est la meilleure sortie, la meilleure voie de sortie des crises. Ce n'est pas des sanctions, ce n'est pas des injonctions, mais plus on fait des injonctions, plus on envoie des sanctions, cela pérennise l'action des militaires. Est-ce que vous écoutez le point de Barry? Il dit que la CEDEAO a discuté avec les autorités militaires de transition. Il faut continuer la discussion. Il faut qu'on discute avec quelqu'un qui est ouvert à la discussion. Quelqu'un qui te dit qu'il ne fait plus partie de la délégation. La CEDEAO avait un représentant au Mali. Le calendrier de 24 mois de transition, c'est d'un commun accord avec la CEDEAO que la date a été fixée. Donc, les sanctions, c'est lorsque les militaires ont violé les accords qui les liaient à la CEDEAO. Maintenant, ils ont demandé à régler entre Maliens. Entre Maliens, on règle avec qui? C'est les acteurs politiques, c'est la société civile, c'est les autorités militaires de transition. Mais lorsqu'une partie de l'ensemble qui doit discuter décide de bâillonner les autres parties, ce que vous dites est totalement faux. Parce qu'au moment où, justement, vous ne pouvez pas demander à discuter avec moi en même temps que vous m'avez sanctionné. Vous ne pouvez pas m'interdire d'avoir des médicaments chez moi. Vous pouvez pas. Mais en fait, c'était ça, la réalité. On amène des sanctions économiques sur le Mali et on veut discuter avec nous. Comment tu peux me contraindre à discuter? Tout doucement. C'est vérifiable. Je pense qu'on est sur un plateau, mais il faut corriger un peu ce que Marius André dit. Voilà, parce que ce n'est pas vrai. Non, Marius, ce n'est pas vrai. Alors, il dit qu'en même temps que vous demandez à discuter avec eux, vous les sanctionnez. Il y a quelque chose à corriger, Élisée, allez-y. Voilà. Quand il dit qu'il y a eu une batterie de sanctions et tout ça, mais la batterie de sanctions, ce n'est pas faite simultanément. Il y a une mesure qui a été prise quand il y a eu le coup d'État. Il y a eu des représentants de la CEDEAO au Mali, oui ou non? Il y a eu les responsables de la transition malienne ont été invités à des sommets de CEDEAO, oui ou non? Il y a eu un calendrier qui a été arrêté d'un commun accord. Ça veut dire qu'il y a une ouverture. Et puis aujourd'hui, on n'est même plus dans ce contexte. À supposer que vous, comme vous le dites là, il y a eu, comment dirais-je, sanctions. Donc, eux ne voulaient pas venir discuter. Mais la sanction a été levée depuis. Quelle est la démarche qui a été faite par les autorités de la transition malienne pour décrisper la situation avec la CEDEAO? Ils ont déjà rendu la démission de la CEDEAO. Vous voulez qu'ils viennent encore discuter? Donc, tu viens de vous parler de la question. Justement, vos sanctions les ont amenés à être radicaux. Non, vos sanctions les ont amenés à être des radicaux aujourd'hui. Voilà les réalités. Daouda, Élisée a donné son point. Il n'a pas terminé. Alors, terminez rapidement, Élisée. Allez-y. D'accord, OK. En fait, c'est sa compréhension. Oui, il estime que voilà. Non, sa compréhension, mais il y a une autre chronologie. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas trop justes. Allez-y, allez-y. Voilà. Et pourtant, ce que vous dites ne me semble pas aussi juste. Non, c'est tout à fait juste. Mais je ne vous le dis pas. Alors, ne retournez pas juste dans les... Je vous en prie. On parle en intellectuel et moi, je raisonne en tant qu'intellectuel avec des faits. Tu me sanctionnes et tu m'amènes à la table de discussion. Très bien, Marius. J'ai quitté ton organisation, tu vas venir me dire quoi? Non, mais ce n'est même pas comme ça que ça se passe. On l'a écouté. Oui, mais Élisée va réagir. Les arrangements et la vérité, on ne peut pas laisser ça. Justement, on va réagir. Élisée, allez-y, on va écouter Daouda. Je vous en prie. Merci beaucoup. Allez-y, mon ami. Merci beaucoup. Là, je vais juste rappeler à Komwe, comment est-ce que la transition malienne décide en 2022 de mettre fin à sa transition en mars 2026. À quel moment elle décide ça? Et dans quel contexte cette transition le décide? C'est justement après les échanges avec la CEDEAO, après cette finalement convenue, parce que les sanctions ayant été levées, finalement, ils sont arrivés à une conclusion, à un calendrier. Mais ce calendrier du 26 mars n'a pas été respecté jusqu'à ce jour. Moi, je parle même... C'est-à-dire, les autorités de la transition, là, s'ils veulent même qu'ils ne respectent même pas la CEDEAO, ça, ce n'est pas leur problème. Mais vous ne pouvez pas, des gens pour lesquels vous dites que vous avez pris le pouvoir, pour leur apporter la quiétude, vous ne pouvez pas les maîtriser comme vous le faites. Le minimum, c'est-à-dire quand vous estimez à un moment donné que les conditions ne sont pas remplies, mais c'est de revenir vers ces personnes-là pour leur dire les missions qu'on s'était assignées de réaliser pour votre bien-être là. On ne les a pas réussi.
Mais on veut poursuivre, bien évidemment, avec votre accord. Merci, parce qu'on ne Élisée. peut pas partir sans votre accord. Est-ce que ça a été fait? On va écouter Daouda, Élisée. Daouda, réaction à ce que Marius Je suis surpris par ce que M. Komou est en train de dire sur ce plateau, parce que j'ai l'impression, comme Barry le dit, qu'il est en train de faire des arrangements avec la vérité, mais des arrangements avec la vérité. L'histoire c'est vous qui faites M. Marius, en même temps, vous ne pouvez pas intervenir dans les propos de tout le monde. Hein. Laissez-nous aussi parler, en fait. Mais donc, ne me Voilà. pas. Oui, si, mais je le dis, quand vous dites des choses qui ne sont pas vraies, il faut pouvoir... Et pourtant, ce que j'ai dit est raisonnable. Maintenant, pour ce qui est du Mali, il y a eu des discussions d'abord, avant qu'on en arrive aux sanctions, et après, les sanctions, ces mêmes sanctions ont été levées après beaucoup de choses. Mais qu'on le veuille ou non, depuis très longtemps, comme je l'ai dit, tu parlais de fétiche, moi j'ai parlé de boule de cristal. On n'avait pas besoin de regarder une boule de cristal parce qu'aujourd'hui, le colonel s'est embourgeoisé dans le confort du palais du Koulouba. Aujourd'hui, il n'a plus envie de partir. C'est une question de confort. Oui, c'est une question de confort. Aujourd'hui, ils sont à l'aise dans le palais présidentiel. Ça, c'est un premier point. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas un fait, le peuple malien souffre. Il n'arrive même pas à répondre aux besoins les plus primaires des Maliens. Comme par exemple. Mais la vie chère qui est devenue... C'est devenu exagéré. Non, mais la crise de l'électricité. Oui, déjà, le sac de riz au Mali, on parle de pratiquement 25. S'il vous plaît, M. Marius. Je vous en prie. Nous sommes dans la crise aussi énergétique. M. Marius Le carburant est cher, l'électricité est chère en Côte d'Ivoire. M. Komoé, permettons... J'en ai fini. Permettons à ce que nous puissions nous entendre, de parler un à un, pour que nos téléspectateurs puissent nous entendre. C'est très important. Daoud a terminé votre propos. Merci. Aujourd'hui, le président de la transition malienne a peine à répondre aux besoins les plus primaires des Maliens. La crise énergétique, la crise de la vie chère, comment on appelle ça, l'économie, aucun projet structurant de développement. L'armée monte en puissance, c'était ça la chanson jusqu'à un certain moment. Mais malgré que l'armée monte en puissance, il n'arrive à gérer aucun défi sécuritaire. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas bouger du pouvoir parce qu'aujourd'hui, ils ont échoué leur fameuse transition. Donc du coup, il faut qu'on repousse. Mais là, aujourd'hui, quand ils sont en train de restreindre les libertés... On va terminer. Je vais terminer. Les libertés publiques, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Le Mali, comme ils aiment sortir de tout ce qui est comme organisation, je me dis que peut-être qu'ils vont sortir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que la liberté d'expression, ça fait partie de la liberté, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Très bien, Daouda. Et c'est sur cette base-là que l'ONU aussi fait des injonctions à l'autre constitutionnel. Merci beaucoup. Écoutons Barry. Non, je disais je disais que mon grand frère Komoué faisait des arrangements avec ils ont répondu. Il faut que les téléspectateurs comprennent. Ils avaient compris. Allez-y sur votre point. Les sanctions de la CEDEAO interviennent à quel moment? Après le coup d'État de 2020, le Mali n'était pas sous sanctions. C'est un fait. Le colonel Goïta est devenu vice-président. Il a choisi un colonel à la retraite, Bandao, avec le premier ministre Mokhtar Ouane, pour gérer la transition. Il y a eu des bisbilles entre le colonel Ndao, président de la transition, et les jeunes colonels. Donc, ils ont opéré un second coup d'État. Oui. Et c'est à la suite de ce second coup d'État, où le colonel Assimi Goïta a pris maintenant la réalité du pouvoir, que la CEDEAO a sanctionné le Mali. On ne peut pas falsifier ça, c'est des faits. Maintenant, les sanctions ont été levées. Il y a eu discussion. La discussion avec la CEDEAO a abouti. C'est un chronogramme de 24 mois. Et ça devait finir le 26 mars 2024. Selon eux, à quel moment les sanctions ont été levées? Les sanctions ont été levées à la suite de la déclaration. Marius, je pense que votre cas c'est là. Monsieur Marius les gens ont décidé de sortir. Monsieur Marius Komoué, permettez. Barry, finissez la discussion. Attendez. Monsieur Marius Komoué. C'est vous qui tronquez l'histoire. Monsieur Marius Komoué, attendez. Il finit son point et vous aurez la parole. Je vous en prie. Mais il tronque l'histoire. Il finit son point et puis vous prenez la parole. C'est important qu'on puisse s'entendre. Barry, on finit rapidement. Il ne faut pas faire des raccourcis avec l'histoire. Ils sont sortis de la CEDEAO. Le seul pays qui était sous sanction, c'était le Niger. Ça, c'est des faits. On ne peut pas les falsifier. Aujourd'hui, les acteurs politiques maliens ont saisi la Cour constitutionnelle parce que le colonel Assimi Goïta a prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu son verdict. Et là, on décide maintenant de s'attaquer aux partis politiques. Ma question maintenant, Barry, sur ce point, quelle est la voie de sortie pour le peuple malien? Non, je pense qu'au Mali, il y a encore des personnalités comme le cheikh Madani Aïdara, qui est le président de la haute autorité islamique du Mali. Il
y a des archevêques, il y a des chefs traditionnels qui peuvent essayer de ramener les différents acteurs autour de la table pour que les Maliens puissent organiser un processus de transition qui va aboutir sur des élections. Et naturellement... Non, mais aujourd'hui, le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire, très bien. Écoutons maintenant Marius Komoué. Au-delà de revenir sur les faits chronologiques, j'aimerais aussi avoir votre point sur la sortie. Non, moi, je ne fais pas de faits chronologiques. Oui, d'accord, mais mon point c'est... D'accord. Mon point c'est donner votre point de vue sur comment le Mali sort la tête de l'eau. Bon, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Toute crise, et Houphouët lui-même, qui a une forte expérience de la gestion de la chose publique, 40 ans au pouvoir, l'a dit que l'arme fatale de la gestion d'une crise, c'est le dialogue. Et partout où des crises se sont installées... Vous n'avez pas fait 40 ans au pouvoir. Hein. Élisée Boloubé, attendez, on allait forcément y arriver. Ah d'accord, ok, excusez-moi. Allez-y. Alors là où des crises se perpétuent... Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Qui dialogue avec qui dans ce cas présent? On nous dit non, on n'a pas sanctionné, mais le Mali était sous sanction, monsieur. Oui, je pense qu'on vous a expliqué ça à M. Komoué tout à l'heure. Et puis en plus... Qui dialogue avec qui dans ce cas présent? Oui, qui dialogue avec qui? Mais il faut que la communauté se réunisse. Par exemple, l'ONU, au lieu de faire une telle injonction, de demander aux autorités maliennes de remettre... Mais pourquoi l'ONU ne vient pas s'asseoir avec les autorités là pour le discuter? La MINUSMA, ça vous dit quelque chose? Non, je t'en prie, cher ami. Oh, décidément. Doucement. Décidement. Mais posez-lui la question. Attends, franchement. La MINUSMA dont vous parlez là, vous en avez entendu parler en Ukraine? Vous en avez entendu parler? Aujourd'hui, la France décide... Non, j'arrive. La France décide... Oui, avec tout respect, je vous dois. Merci. Oh là là. Merci beaucoup. Allons tout doucement. Vous demandez que l'ONU vienne. On se rappelle très bien que le même Mali avait demandé à cette force étrangère-là de partir. Sur quelle forme vous voyez ce dialogue-là? Non, mais pour nous, il n'y a pas autre moyen de sortir des crises que... Parce que les Maliens, entre eux, même en Côte d'Ivoire, notre crise ivoirienne, ne s'est pas réglée entre Ivoiriens. On a eu la communauté internationale autour de nous. Toutes les organisations, d'abord régionales, internationales, étaient avec nous. Et c'est ensemble, et c'est dans cet ensemble-là qu'on sort. Mais on ne décide pas de sanctionner, d'empêcher des gens de vivre, et en même temps, on leur dit, il faut organiser des élections, il faut rendre le tablier. Mais non. Là, le point aujourd'hui... Je dis qu'il faut créer les conditions d'un dialogue franc entre le peuple malien, les politiques maliens, la société civile, et ça, la communauté internationale doit faire le point aujourd'hui, Marius, c'est qu'au Mali, les partis politiques ont été interdits d'activité. En Côte d'Ivoire, tu vois les partis politiques faire des activités. Est-ce que je peux terminer mon point? Pourquoi vous aimez toujours... Marius, j'ai la parole. Marius, c'est moi qui ai la parole. Est-ce que vous permettez que je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire même, on parle de Je vous donne la parole. Je vous donne la parole et puis vous allez réagir. Je vous en prie. Permettez que je dirige le plateau. Marius Komoué. Marius Komoué, permettez que je dirige, si ça vous voilà, permettez. Je dis bien que notre point, le point pour lequel nous sommes en train de parler maintenant, c'est qu'au Mali, les partis politiques ont été interdits d'activité. Le 10. Le 11, la presse, les médias ont été interdits de couvrir les activités des partis politiques. Plus haut, on a eu donc cette association importante au Mali des étudiants qui a été bâillonnée. Mon point aujourd'hui, c'est de dire on analyse la situation et on sort les voies de sortie. Comment est-ce qu'en tant qu'observateur de la chose politique et surtout défenseur des droits des consommateurs, vous voyez la sortie de crise? Mais si on est dans un certain parallélisme, je ne suis pas sûr qu'on puisse toucher vraiment le point du... Je suis totalement en phase avec vous. Très bien. Du moins, Daouda. Bon, je crois que le grand frère Marius est en train de faire de la diversion en allant dans tous les sens. De la diversion. Oui, c'est de la diversion. Vous voyez, non, la diversion. On ne va pas qualifier ça. Mais entre moi, je dis que ce qu'eux, ils font, c'est de la diversion parce qu'en Côte d'Ivoire, on a des problèmes de fierté de cabinet. Nous ne parlons pas de la Côte d'Ivoire pour l'instant. Mais c'est les mêmes problèmes qu'ils ont évoqués pour le Mali. Oui, il y a la fierté de la vie au Mali. Marius Komoué. Évitez ça. Chez vous, ici, les partis politiques ne peuvent même pas se réunir. Marius Komoué. Capable d'en parler. Marius Komoué. Mais c'est la vérité, monsieur. Marius Komoué. Marius Komoué. Marius Komoué. Marius Komoué. Marius Komoué. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle des faits qui touchent votre pays? Marius Komoué. Oui.
Ça fait plusieurs fois. Oui, mais il ne faut pas qu'il Marius dise des choses qui sont fausses. Permettez. Alors, c'est ça Je aussi. ne l'accepterai pas non plus. C'est ça aussi, justement. Il faut accepter qu'un débat se passe en ayant une écoute active, écouter l'autre. Et puis, permettez. Il faut accepter qu'on fasse un débat, que les autres puissent s'exprimer et que vous aussi, vous donniez votre là. Mais si vous interrompez à chaque fois les autres, et surtout m'interrompez, je ne pourrai pas conduire. Le sujet, pour l'instant, dans cette partie-là, c'est le Mali. Un autre jour, on parlera de la Côte d'Ivoire. Et on a toujours parlé des problèmes de Côte d'Ivoire ici. Aujourd'hui, on s'intéresse au Mali. Essayons d'apporter des solutions, des pistes de solutions. Et nous sommes des observateurs de la vie politique et sociale. Donc, on attend de vous des points de vue sur ça. Après, pour la Côte d'Ivoire, lundi, mardi, quand les sujets arrivent, on en parle, je vous en prie. Merci beaucoup. Daouda, répondez à la question sans qualifier quoi que ce soit. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on nous demande... Et on termine avec vous. On demande à ce que, comment on appelle ça, les gens aillent discuter avec la junte malienne. Oh, j'ai dit junte, pardonnez. Les autorités de transition malienne. Voilà. Allez-y, Daouda, et on termine avec vous. Mais aujourd'hui, de façon claire, Barkhane a été chassé. La MINUSMA a été chassée. Ils sont sortis de la CEDEAO. Les politiques ont été dissoutes. Mais on discute quoi avec des autorités de la transition malienne quand eux-mêmes, tout ce qui ne leur agrée pas, ils les chassent ou bien ils en sortent. Merci Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, je suis même, peut-être si on y prend garde, les autorités de la transition malienne sont capables de sortir de l'ONU. Très bien. Merci, Barry. On va s'arrêter sur ce sujet hautement passionnant. On comprend bien que tout ce qui se passe dans notre Afrique nous intéresse et crée la passion. Mais essayons vraiment de doser pour s'entendre et aller donner des informations saines et sereines aux téléspectateurs. Allons justement pour le dernier point de cette belle soirée, n'est-ce pas, messieurs? Avec Herman Aboua. Est-ce qu'il est en ligne, Herman? Bonsoir, Herman. Il n'est pas encore en ligne. Mais le temps qu'il arrive, messieurs, on se rappelle qu'une chose très importante s'est passée à Boundiali, parlant effectivement de développement ou on va dire, de perspectives solaires pour la Côte d'Ivoire. Avec vous, Barry, essayons de faire un point sur l'effet de Boundiali. Que gagne la Côte d'Ivoire avec cette centrale solaire voilà. Photovoltaïque. Naturellement, cette centrale solaire photovoltaïque va contribuer à améliorer la desserte en électricité dans la zone septentrionale de la Côte d'Ivoire. Et il y a d'autres projets qui sont prévus pour renforcer le système. Et c'est une initiative à saluer de la part du gouvernement ivoirien qui essaie d'améliorer les conditions de vie des populations à travers la desserte énergétique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'électricité est devenue indispensable dans la vie sociale, économique de la Côte d'Ivoire et de tous les pays africains. Et moi, je le dis, hein, ça c'est mon point de vue. Pour moi, nos pays africains qui aspirent à l'industrialisation, qui ne veulent pas payer de l'électricité à un prix super élevé, pour moi, c'est le nucléaire la solution. Très bien. Je suis pro-nucléaire et ça, je ne m'en cache pas. Barry, c'est le père du nucléaire ici. En tout cas, c'est sa vision des choses. Avant de passer à notre ami sur le plateau, nous avons Herman. Herman, bonsoir. Herman, bonsoir. Est-ce qu'il est là? Bonsoir, Christelle. Oui, bonsoir, Herman. Vous allez bien du côté de Lyon? Oui, ça va très bien. Très bien. Alors, Herman Aboua est au salon énergétique, salon mix énergétique, qui a commencé depuis le mercredi dernier, qui en est donc à sa 3e édition. Un salon qui réunit les professionnels, les collectivités autour de la question de la transition énergétique. Alors, Herman, première question, quels sont les enjeux de ce salon? Bon, enjeu, hein, vous savez bien que le mix énergétique bas carbone, ce salon qui réunit donc pour cette 3e édition près de 4000 professionnels qui ont échangé, partagé à travers 50 conférences qui se sont déroulées sous forme de panels, d'agora et de clubs apartés pour présenter d'abord les innovations technologiques en matière de transition énergétique et porter la réflexion de réduction de l'effet carbone dans les pratiques au quotidien. Il s'agit donc de trouver certaines réponses aux questions de transition énergétique, notamment celle des apports des énergies renouvelables. Quand je parle d'énergie renouvelable, il faut savoir qu'il y a l'hydro, le solaire, l'éolien et autres, et même la biomasse. Et donc, vous savez, la question du solaire
avec ce qui se passait à Bondiali. Oui. C'est aussi un pas dans la transition énergétique que les autorités ivoiriennes font. Donc, ces énergies renouvelables-là qui vont progressivement remplacer les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon ou le nucléaire, qui ne représentent à ce jour 80% de l'approvisionnement en énergie, mais qui sont plus destructives, agressives pour la nature. Est-ce que la Côte d'Ivoire, justement, on parlait des autorités ivoiriennes, est-ce que la Côte d'Ivoire participe à ce salon, Herman? Oh, la présence de la Côte d'Ivoire, Christelle, vous faites bien de poser la question. En 2 jours de ce salon, avec ce contenu riche et les opportunités d'échange direct qu'il offre, je n'ai vu aucune délégation africaine. C'est vrai que le mix énergétique est avant tout pour les professionnels industriels et les collectivités européennes, mais c'est une opportunité aussi pour les gouvernants en Afrique pour porter leurs réflexions ou bien approfondir même les réflexions dans la prise de décision. Mais je crois que les organisateurs que j'ai interrogés sur cette question de la participation des Africains ont dit prendre la mesure de ce fait et ont promis de travailler à multiplier les contacts pour qu'à l'édition 2025, il y ait des pays africains ou des entreprises opérant dans ce secteur qui soient présents. Mais, parce qu'en réalité, le mix énergétique, à ces salons, il y a l'occasion de voir, cette année par exemple, il y a eu près de 200 innovations qui ont été présentées et des innovations qui vont dans toute la chaîne de valeur sur la question de la transition énergétique. Et ces innovations, évidemment, pouvaient intéresser les États africains. Alors, au total, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce salon du mix énergétique à Lyon? D'abord, Christelle, il faut savoir que le principal objectif du mix.e, mix énergétique bas carbone, comme son nom l'indique, est d'associer aussi bien les professionnels, les entreprises, les collectivités et les décideurs politiques en quête de solutions opérationnelles et de partenariats stratégiques dans la recherche de solutions pour réduire l'impact carbone par les émissions de gaz à effet de serre et protéger ainsi l'environnement et les populations. J'ai vu à ce salon des innovations qui intègrent cette question. Même des ingénieurs bâtiments et architectes pensent des solutions pour réduire des dépenses d'énergie dans la conception de leur construction et dans le choix même des matériaux. J'ai vu aussi des entreprises proposer des petites unités qui, à l'échelle domestique, les ménages installent elles-mêmes leur barrage hydroélectrique à partir d'un simple petit ruisseau qui est derrière leur cours. On voit que dans les régions plus froides, comme en Europe, on va terminer, Herman, avec pas grands, avec pas grands atouts naturels en termes d'énergie renouvelable, ces régions-là sont à fond dans la transition énergétique et on se demande pourquoi en Afrique, où on a une panoplie d'atouts naturels comme le soleil, l'eau et autres, les gens traînent-ils encore les pas? Très bien. La question, en tout cas, reste posée. Ça sera l'objet de notre échange avec vous lorsque vous allez revenir en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci Herman d'avoir été notre envoyé spécial du côté de ce salon-là. Et puis, bon retour en Côte d'Ivoire. Merci. Ben oui, je serai bientôt avec vous parce que j'ai vu que la question du Mali intéressait et je manquais un plateau. Herman, bonsoir. Bonsoir et portez-vous bien. Merci de nous avoir appelés. Alors, messieurs, Herman, on réagit sur sa chute. Il a vu pas mal d'avancées, de projets qui pouvaient aider l'Afrique, mais bon, malheureusement, on n'y est pas. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Daouda? Je pense qu'il a été précis. Il n'y a aucun pays africain qui a... Ça sera la dernière intervention. Voilà. Je pense que la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans le mix énergétique. Et c'est pour cette raison, justement, que le Premier ministre Robert Begré-Mambé et son gouvernement sont allés, justement, inaugurer qu'on appelle ça, la centrale solaire de Boundiali. Mais ça ne s'arrête pas seulement qu'à Boundiali, parce qu'il y a d'autres villes. Il y a Fekese-Dougou, il y a Korogo, il y a Serebou, il y a Touba, qui vont bénéficier de tout cela. Quand on sait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue exportateur, on n'est pas dit devenu, on est exportateur d'électricité dans près de 6 pays. Même l'électricité, on en donne au Mali, même si certains sont trop petits sur ce plateau. Voilà, ça vous dit qu'au Mali, au Ghana, comment on appelle ça, en Guinée, on en donne à tout le monde. Voilà, ça vous dit qu'on est résolument engagé vers le mix énergétique. Merci beaucoup, Daouda. Merci beaucoup, Daouda. Alors, le plateau, notre émission de ce soir est terminée, messieurs.
On ne reparlera pas du Mali pour terminer. On a fini la semaine prochaine, assurément. Merci beaucoup, Marius Komoué. C'est plutôt moi. Daouda, merci d'être venu. Élisée Boloubeu, avec le sourire toujours. Barry, merci. Et merci de nous avoir suivis. Merci de contribuer à cette émission. Merci de réagir sur nos plateformes digitales. Et merci également de nous appeler lorsque le téléphone est ouvert. Vous faites bien. Le week-end s'annonce très, très bien en tout cas. Bonne santé à vous, portez-vous bien. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir et par la grâce de Dieu, à lundi.